pour l'administrer à des enfants atteints de mucoviscidose qui ont des troubles de digestion des graisses. Alors, évidemment, là, le côté socialement utile, tout le monde va être d'accord pour dire que si on peut soulager ou soigner les enfants atteints de mucoviscidose, bah, c'est très bien, donc personne ne va être contre cette utilité, bien évidemment. Simplement, à partir de là, à partir du moment où on a reconnu l'utilité sociale, il faut qu'on puisse tous ensemble discuter des alternatives. Est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autre? Or, on nous la présente comme la solution miracle, produire cette enzyme dans du maïs. C'est révolutionnaire. J'étais rapporteur auprès du Conseil régional d'Auvergne quand la société Méristem Therapeutics était venue présenter son projet pour obtenir les subventions du Conseil régional. J'étais avec Gilles-Éric Serralini. Et les élus étaient drôlement embêtés parce qu'ils avaient pris un arrêté de principe d'une Auvergne sans OGM. Donc ils se sont dit, si on accepte ce maïs médicament, on viole notre arrêté, mais si on le refuse, on passe pour des élus qui n'en ont rien à faire des enfants atteints de mucoviscidose. Et quand on leur a expliqué avec Gilles-Éric Serralini qu'étant donné ça faisait 30 ans qu'on utilisait cette technologie pour produire des protéines d'intérêt pharmaceutique en laboratoire, bah, les élus nous ont regardés avec des yeux, avec des billes, en se disant, mais ah bon, mais alors où est le problème? Alors pourquoi faire ça dans le maïs? Effectivement, ça fait 30 ans qu'on le fait dans les laboratoires, mais Méristem avait présenté ça comme une technique révolutionnaire. Donc c'est l'utilité sociale, on utilise la vitrine médicale, comme je disais tout à l'heure, pour créer de toutes pièces une utilité sociale et pour en fait valoriser les OGM et pour dire, vous voyez, les OGM c'est merveilleux. Et du coup, bien, si c'est merveilleux pour faire des médicaments, c'est forcément merveilleux dans les champs et dans les assiettes. Donc on est dans cette démarche-là. Et c'est pour ça qu'encore une fois, que moi je tiens à séparer les domaines pour ne pas faire cet amalgame. Et on n'a nullement besoin du maïs en plein champ pour aller produire ces protéines, médicaments. Il se trouve que parfois la plante est un système cellulaire plus approprié pour produire certaines protéines que des levures de boulanger ou que des bactéries en fermenteur, etc. Mais si c'est le cas, c'est du cas par cas, c'est pas toujours vrai, eh bien on peut le faire dans les cellules de plantes, mais sans le faire dans une plante entière en plein champ. On peut le faire dans des cultures de cellules de plantes en fermenteur. Donc après, on voit bien qu'ici, la plante médicament est utilisée un petit peu comme un cheval de Troie pour valoriser les OGM agricoles. C'est l'invention de l'utilité sociale, au lieu de faire de la recherche tous azimuts et puis de voir les alternatives qui pourraient être déployées pour lutter contre une maladie génétique, pour lutter contre un problème agricole particulier, etc. Eh bien, en fait, on met tous les œufs dans le même panier. C'est l'artillerie lourde, technologie OGM à fond pour les plantes, thérapie génique pour les maladies génétiques. On met tous les œufs dans le même panier, on met toute l'énergie là-dedans, alors qu'il y a certainement d'autres alternatives qui pourraient venir de recherches beaucoup plus larges, et notamment donc d'une recherche fondamentale, c'est-à-dire qui a pour but d'élucider les problèmes, de comprendre comment ça marche. On ne peut pas demander à un mécanicien de réparer un moteur s'il n'a jamais appris comment fonctionne le moteur quand il n'est pas en panne. Donc faisons de la recherche fondamentale approfondie, comprenons les mécanismes, et là vont certainement s'ouvrir des alternatives en termes de solutions, en termes de thérapie, en termes de stratégie pour lutter contre tel ou tel problème agricole, etc. On est dans... Donc la recherche, oui, mais tel nous proposer, enfin je veux dire, ceux qui croient défendre la recherche en défendant le processus qui consiste à imposer, parce qu'il s'agit bien de ça, les OGM à la surface de la planète, c'est comme des crocodiles qui sponsoriseraient une entreprise de maroquinerie, c'est suicidaire, c'est pas ça défendre la recherche justement. Défendre la recherche, c'est justement condamner toutes ces stratégies de gribouille à court terme, lucratives, pour faire du fric, un retour sur investissement rapide qui consiste donc à tout miser sur une seule et unique technologie. Alors, est-ce qu'une solution, justement, ça ne serait pas d'encadrer un peu la recherche, de limiter, voire interdire la recherche privée, et de donner plus de moyens à la recherche publique, qui par définition est une recherche qui a moins d'obligations de résultats et moins d'obligations de retour économique? Il ne s'agit pas d'interdire la recherche privée, mais il s'agit effectivement de développer considérablement la recherche publique, avec des sujets, la recherche publique, qu'elle fasse des passerelles avec le privé à un moment donné, pourquoi pas, mais elle doit avant tout, notamment, si on prend le cas du CNRS, hein, qui est quand même, c'est la première vocation du CNRS, de faire de la recherche fondamentale, enfin de faire de l'acquisition de connaissances et de diffusion de connaissances.
contrairement à l'INSERM, qui a plus une vocation de recherche appliquée dans le domaine médical, et l'INRA plus dans le domaine agricole, bien sûr. Mais le CNRS, par exemple, ça devrait être sa vocation, de faire de la recherche fondamentale, tous azimuts, etc. Or, aujourd'hui, on voit bien que l'avenir qui est réservé au CNRS, c'est effectivement c'est déjà quelque chose qui est amorcé depuis très très longtemps. Aujourd'hui, c'est juste l'aboutissement. Ça fait très longtemps, ça fait plus de 25 ans que la recherche publique indépendante a de moins en moins de moyens. Nous, par exemple, les crédits récurrents que reçoit notre institut de la part du CNRS et de l'université, lorsqu'on a payé toutes les charges incompressibles, les factures, l'EDF, etc., il reste par chercheur par an 1 000 euros. Donc évidemment, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Donc on ne peut à ce moment-là obtenir, il nous faut des contrats pour pouvoir fonctionner. Alors ces contrats viennent d'où? C'est essentiellement, les contrats européens, ça devient extrêmement difficile parce que c'est les pôles d'excellence avec des partenariats, avec des entreprises, etc. Donc c'est vraiment des grosses structures qui peuvent espérer accéder à ce type de financement. Et puis au niveau national, c'est essentiellement l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, mais qui finance des projets pour l'essentiel finalisés, donc avec des partenariats entreprises, etc., etc. Donc on est toujours dans une recherche lucrative à court terme. C'est la politique de gribouille. Et voilà. Et on le voit bien également avec ce qui se passe avec le Téléthon. Depuis 20 ans que le Téléthon bat ses records et remplit ses caisses, eh bien, les gouvernements successifs se sont déresponsabilisés en donnant de moins en moins. Le problème, c'est que le destinataire de l'argent de l'État, c'est des laboratoires qui font plutôt de la recherche fondamentale sans application à court terme. Et ceux qui bénéficient de l'argent du Téléthon, plutôt ceux qui travaillent sur les maladies génétiques. Et ça ne fait pas un vase communicant entre les deux. Donc en fait, là encore, en soutenant le Téléthon, on ne soutient pas la recherche contre les maladies génétiques. En fait, on porte atteinte à la recherche. Donc évidemment, les personnes qui donnent, elles, le font avec toute sincérité. Le problème, c'est qu'il faudrait-il encore qu'il y ait les deux sons de cloche qui s'expriment. Par exemple, au moment du Téléthon, on entend toujours les mêmes chercheurs. C'est toujours Axel Kahn pour la génétique, classique dans les grands médias. Axel Kahn pour la génétique, Hubert Reeves pour les étoiles, Bernard Weber pour les fourmis et Claude Allègre pour les conneries. C'est connu, c'est comme ça. Nathalie pour les conneries. Oui, je pourrais le rajouter. Voilà, donc si on donnait les deux sons de cloche et si on disait, si les citoyens qui sont persuadés que tous les chercheurs sont forcément favorables au Téléthon, s'ils savaient le nombre de chercheurs qui justement sont très critiques vis-à-vis du caritatif, du bénéfice que peut apporter le caritatif en matière de recherche, eh bien, je pense que le Téléthon ne ferait pas les records financiers qu'il fait tous les ans. On s'éloigne un peu du sujet, mais... Je vais revenir quand même sur communication autour de la technologie et puis information du grand public sur la science, parce que finalement, la communication, se déroule rapidement. Là, c'est apparemment l'application pharmaceutique qui sert de cheval de Troie. Est-ce qu'on peut parler de l'information, de la vulgarisation scientifique auprès du grand public? Parce que ça semble être un des thèmes que vous abordez. Oui, moi je considère qu'en tant que chercheur du service public, ça devrait faire partie de notre mission, de nos fonctions, que d'informer les citoyens sur ce qui se fait dans nos labos. Parce que la recherche soit fondamentale ou appliquée, elle conduit inévitablement à des nouvelles connaissances, à des applications qui ont des retombées dans la vie de tous les jours des citoyens. Et les OGM illustrent parfaitement ceci. C'est pas que les OGM, mais il me semblerait normal que chaque chercheur du service public puisse apporter en fait aux citoyens les outils qui vont lui permettre de participer, de prendre part à des grands débats publics, des grands débats citoyens justement, sur des sujets comme les OGM, les nanotechnologies, le clonage thérapeutique, le clonage humain, le nucléaire, j'en passe et bien d'autres. Autant de technologies qui nous sont présentées comme de simples innovations, alors qu'il s'agit en fait de véritables choix de société.